Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français, en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. En Somalie, les réactions se succèdent après le double attentat suicide dans la ville de Baidoa. L'ambassadeur de la République du Congo donne son point de vue sur les sessions annuelles de l'APN et de la CCPPC. Le Burkina Faso souhaite renforcer sa croissance économique en mettant en place des réformes économiques et en soutenant les entreprises. En Algérie, l'absence de pluie dans le nord préoccupe les agriculteurs. Et le manque de poissons dans le lac Victoria inquiète les pêcheurs qui craignent la fin de leur activité d'ici quelques années. Et nous débutons cette édition en Somalie, où les réactions se succèdent après l'explosion de dimanche dans la ville de Baidoa. La zone avait été relativement calme pendant des années et ce double attentat suicide soulève bien des inquiétudes. Des scènes chaotiques à Baidoa, des dizaines de personnes ont été tuées dimanche et les hôpitaux luttent pour faire face aux nombreux blessés qui arrivent. Les cas les plus graves sont envoyés à Mogadiscio ou même à l'étranger. Al-Shabaab a pris pour cible un restaurant et une intersection de la ville. Ils tuent des innocents et nous savons ce qu'ils ont fait à Mogadiscio. Nous condamnons cet acte barbare et nous prions pour les blessés. Vendredi, 2 attentats suicides ont eu lieu dans une rue passante de Mogadiscio. Un hôtel populaire auprès des responsables de gouvernement a été pris pour cible. La réponse à ces attentats a été cet avertissement. Tous ceux qui financent ou soutiennent les activités terroristes auront affaire à la loi. Il est évident que les militants prennent des innocents pour cible. Nous allons combattre ces organisations et entreprises qui financent et soutiennent Al-Shabaab et toute autre activité terroriste. Les forces de sécurité du pays ont été mobilisées et les forces de maintien de la paix de l'Union africaine ont besoin d'être renforcées dans le pays. À l'approche des sessions annuelles de l'APN et de la CCPPC, l'ambassadeur de la République du Congo en Chine a rencontré notre journaliste Xie Changchang pour exprimer son point de vue face à cet événement majeur de la politique chinoise. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Vous assisterez à la session annuelle de la CCPPC et de l'APN en tant qu'observateur étranger. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? C'est avec beaucoup d'intérêt que je participe à ces réunions, notamment quand l'occasion nous est donnée à nous tous qui sommes invités de prendre connaissance du rapport d'activité de ces deux organes et surtout du rapport d'activité que présente le gouvernement à l'Assemblée populaire nationale. Je pense que la CCPPC et l'APN permettent aux ambassadeurs étrangers comme vous de mieux comprendre la politique intérieure et internationale de la Chine. Pensez-vous que la Chine et la République du Congo puissent s'inspirer mutuellement de leur voie de développement et de la gouvernance du pays? C'est peut-être aussi l'objet de l'établissement des relations diplomatiques qui a eu lieu entre les deux pays depuis longtemps et on peut dire aujourd'hui le fort haut niveau de coopération qui caractérise les relations entre la Chine et le Congo. Depuis sa prise de fonction, le président Xi Jinping tient sa promesse d'approfondir les réformes pour garantir un meilleur développement au pays. Quelles sont vos remarques sur sa gouvernance? Je pense qu'il a su tenir compte de la situation de la Chine d'aujourd'hui et aussi du passé récent de la Chine qui était fait d'une très forte croissance. Et naturellement, s'il s'arrête, comme on dit, c'est de dormir sur les lauriers, ce ne serait pas évident pour la Chine de tenir les défis qui s'opposent à elle aujourd'hui. Il fallait absolument approfondir cette politique d'ouverture et de réforme et c'est ce que le président Xi Jinping fait si habilement. Cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des relations sino-africaines. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de cette amitié si unique et comment la Chine et les pays africains doivent-ils coopérer dans l'avenir? Effectivement,
quand vous parlez de relations sino-africaines, je pense que c'est la référence qui est faite à l'année à laquelle la Chine a établi les relations diplomatiques avec un premier pays africain, je crois que c'était l'Égypte, en 1956. C'est un peu le pays qui a ouvert la voie à tous les autres. Vous noterez qu'à cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup de pays africains indépendants. Et l'Égypte était déjà parmi ceux-là, a ouvert la voie donc aux autres pays qui ont suivi, surtout dans les années 60. C'est un grand événement qui a d'ailleurs été déjà salué en 2006, quand s'était tenu le premier sommet du Forum Chine-Afrique, qui normalement, comme vous le savez, se tient au niveau ministériel. Mais pour saluer cet événement, déjà, en 2006, les deux parties avaient convenu de tenir tout un sommet ici en Chine. C'est une référence très importante et aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays africains ont suivi la voie de l'Égypte et la Chine a pratiquement des relations diplomatiques avec la quasi-totalité des pays africains et ça se passe très bien. Vous avez la preuve avec ce qui s'est passé dernièrement en Afrique du Sud, au sommet de Johannesburg. Le Burkina Faso va mettre en place une série de réformes économiques afin de renforcer sa croissance économique qui a baissé depuis le coup d'État de novembre 2014. Le nouveau gouvernement élu en décembre dernier a élaboré le plan de la 4e édition du Forum de développement économique d'Afrique de l'Ouest. Reportage. Le Burkina Faso est ouvert aux entreprises et le pays a accueilli la 4e édition du Forum de développement économique d'Afrique de l'Ouest afin d'attirer les investisseurs étrangers. C'est tout un ensemble de mesures sur lesquelles le gouvernement travaille, sous l'impulsion du président Roch-Marc Christian Kaboré, pour opérer ce qu'on appelle vraiment une transformation structurelle de l'économie. J'ai dit, nous ne sommes pas venus ici pour faire du saupoudrage, aller faire une petite mesurette là, une mesurette à gauche. Non, c'est pas ça. C'est s'attaquer vraiment aux problèmes qui minent l'économie burkinabé. Et c'est des problèmes de fond. Donc créer un environnement propice pour attirer les investisseurs étrangers, parce que c'est eux qui vont amener la richesse. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse, ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui, pour donc encourager. L'événement a été organisé pour que les entrepreneurs explorent les opportunités d'affaires et obtiennent des contacts. C'est vrai qu'actuellement nous importons dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest, plus précisément les pays de l'UEMOA, mais vraiment on aimerait aller au-delà. Pourquoi pas l'Afrique centrale, bref, tout le reste, tout le continent africain. Voilà, donc au niveau d'Africalia, nous pensons que c'est une bonne opportunité pour rencontrer des partenaires voilà, qui pourront nous accompagner ou avec qui nous pourrons faire des affaires. On recherche des partenaires, non seulement des partenaires techniques, financiers, mais aussi des acheteurs, des importateurs qui veulent bien acheter nos produits. Parce que nous avons une grande capacité de production de l'huile de sésame. Si on a besoin d'un conteneur, en un mois, on peut livrer le conteneur de l'huile de sésame. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que nous sommes à Africalia en tant que spécialistes de transformation de l'huile de sésame pour pouvoir voir s'il y a la possibilité d'avoir des partenaires qui veulent bien travailler avec. Sans le transfert technologique et l'échange des idées, l'échange d'expérience, on ne peut pas développer un pays. Donc, et ça, c'est dans ce contexte, dans ce but qu'on vient, les Tunisiens, au Burkina Faso. C'est-à-dire présenter des produits adaptés à l'environnement de la région, mais aussi un transfert technologique pour qu'avec le temps, les Burkinabés se mettent à fabriquer leurs propres produits tout seuls. Le Burkina Faso a aussi décidé d'investir dans les PME en les soutenant financièrement. Et maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. Les bourses européennes ont terminé sur une note mitigée lundi. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,9%, mais le FTSE britannique n'a guère bougé et le DAX allemand a cédé 0,19%. Wall Street a fini la séance de lundi en baisse. L'indice Dow Jones a perdu 0,74%. Le S&P 500 plus large a cédé 0,81%. Le Nasdaq Composite a laissé 0,71%. Et passons maintenant aux bourses des pays africains. L'indice Gistopi de l'Afrique du Sud a cédé 0,13%. L'indice Massi du Maroc a perdu 1,06% et l'indice Sétune de la Tunisie a augmenté de 0,33%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
En Afrique centrale, à présent, où la Chine et la République du Congo ont conjointement établi la Banque sino-congolaise d'Afrique. Le travail préparatoire pour la banque a commencé. C'est la première banque chinoise à développer ses activités dans la région d'Afrique centrale. La première filiale en Afrique du groupe bancaire chinois, la Banque sino-congolaise d'Afrique, sera construite dans la capitale du Congo, Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso a posé la première pierre du bâtiment qui accueillera la banque. En mars 2013, durant la visite du président chinois Xi Jinping au Congo, le président Denis Sassou Nguesso avait proposé la formation d'une banque d'affaires commune afin de promouvoir le développement financier du pays. Nous accueillons avec les bras ouverts l'établissement de la Banque sino-congolaise d'Afrique. Comme je l'ai mentionné dans un discours ce matin, l'ouverture de la Banque sino-congolaise d'Afrique est ce que nous avons attendu 50 ans et maintenant elle est enfin réalisée. Nous nous réjouissons. Le président Denis Sassou Nguesso a lui-même participé à la cérémonie. Cela montre qu'il accorde un grand intérêt à ce projet. La Banque agricole de Chine est un grand actionnaire de la Banque sino-congolaise d'Afrique. Elle offrira des systèmes d'information complets, la formation du personnel, le management et le soutien technique. Selon le gouverneur adjoint de la Banque agricole de Chine, Gong Chao, le soutien améliorera grandement l'industrie financière du Congo et encouragera le développement économique du pays. Après l'achèvement, je veux que la banque devienne un pont et un lien pour la coopération Chine-Afrique pour promouvoir le développement économique, servir le peuple de Congo-Brazzaville et promouvoir la relation amicale entre la Chine et le Congo. Je vais aussi améliorer la coopération stratégique bilatérale entre les deux pays. La Banque agricole est l'un des plus grands groupes bancaires chinois avec des filiales à Tokyo, Singapour, Dubaï, Francfort, New York et Sydney. Deuxième partie de cette édition. Après plusieurs mois d'absence de la pluie, les agriculteurs appréhendent une éventuelle sécheresse. Le déficit pluviométrique et les températures douces qui ont marqué les 3 derniers mois en inquiètent plus d'un. Une situation qui a d'ailleurs engendré de nombreux problèmes de travaux agricoles, notamment l'assèchement des sols en surface. Les agriculteurs sont ainsi les premiers à souffrir de cette situation problématique. Labourer les terres devient très difficile et les nouvelles cultures peinent à pousser et à se développer. Cette année fut exceptionnelle. Des mois d'hiver très doux, sans pluie ni neige. Mais la sécheresse inquiète le monde agricole, même si la cote d'alerte n'a pas encore été atteinte. Une sévère sécheresse sévit sur la plupart des régions du nord de l'Algérie, suscitant l'inquiétude des paysans qui commencent à être envahis par le doute. Le manque de pluie est accompagné d'une remarquable douceur avec des températures très élevées pour la saison, faisant de ces mois les plus doux dont se rappellent les opérateurs du secteur agricole. De nombreux experts soulignent que la raison principale de cette sécheresse s'explique par le réchauffement climatique. Ces 3 dernières années, concernant les températures, donc on a remarqué une augmentation des températures, et surtout en termes de fréquence du nombre de jours dépassant un certain seuil. Par exemple, cet été, les températures au-dessus du seuil de 32 degrés Celsius, donc c'est tout le mois de juillet qui a été au-dessus de 32 degrés Celsius. Alors que pour les précipitations, donc on a une tendance à la baisse, et surtout ces dernières années. L'inquiétude est d'autant plus grande que ce manque de pluie survient à un moment crucial de la saison, celui où la température commence à monter, alors que les plants ont besoin d'eau pour assurer un bon développement. C'est la menace la plus redoutée chez les agriculteurs, la sécheresse de fin de saison, qui peut transformer une saison prometteuse en cauchemar. C'est en cette période, à savoir l'hiver, que le manque d'eau serait fatal pour les récoltes. En effet, le manque d'eau a influé sur les prix des fruits et légumes au niveau des marchés. Cette année est très différente des années précédentes en termes de précipitations. Il pleut rarement, le climat est chaud, comme si nous étions au mois d'août alors que nous sommes en février. Cela a conduit à une hausse des prix des légumes et des fruits. Nous sommes très inquiets en raison de ce manque de pluie et de la hausse des températures. Des tremblements de terre se produisent aussi de temps à autre. Le climat de cette année sera inscrit dans l'histoire. Les pêcheurs disent que les stocks de poissons dans le plus grand lac d'Afrique sont si bas qu'ils craignent de ne plus pouvoir pêcher du tout dans les années qui viennent. Les petits pêcheurs du lac Victoria disent que les grandes entreprises de pêche ont créé des dizaines de milliers d'emplois ces 20 dernières années, mais que l'avenir du lac est en danger.
Parfois, on croirait qu'il y a de la place pour tout le monde dans le lac le plus grand d'Afrique. Et pourtant, les pêcheurs qui en dépendent disent qu'il n'a jamais été aussi bondé. Ces 20 dernières années, le lac Victoria a connu un boom des entreprises de pêche. Or, les stocks de poissons ne sont pas inépuisables. Des centaines de pêcheurs à leur compte ont déjà abandonné. Et d'autres se demandent si leurs enfants pourront leur succéder. Je ne sais pas comment l'industrie de la pêche va survivre ces 20 prochaines années. Les poissons sont de moins en moins nombreux, je me fais vieux. Je ne sais pas, il n'y aura peut-être plus de poissons du tout dans 20 ans. Il n'existe pas de solution facile ici. Les grandes sociétés de pêche font vivre une grande partie des 30 millions de personnes qui vivent autour du lac Victoria et rapportent des millions de dollars au PIB des pays riverains. Mais malgré des régulations plus restrictives, un expert dit que tout ne peut pas être surveillé. Nous avons tendance à sous-estimer. Nous n'avons pas les vrais chiffres pour dire si nous avons atteint des niveaux durables. Il y a une instabilité potentielle pour l'industrie de la pêche et c'est inquiétant pour les petits pêcheurs et les communautés qui vivent de la pêche. Les gouvernements ont déjà interdit les filets destructeurs et créé des zones de non-pêche. Mais même chez les petits pêcheurs, les prises illégales sont légion. On dit qu'il ne faut pas donner un poisson à un homme, mais plutôt lui apprendre à en attraper un. Mais au lac Victoria, le problème est d'apprendre aux gens à pêcher moins. La liberté de pouvoir s'exprimer sans être jugé, voilà ce qu'offre aux habitants de Johannesburg, dans l'Afrique du Sud, l'activité Secret Sunrise. Il s'agit d'une pratique de relaxation et de bien-être qui s'appuie sur des techniques de yoga et de danse méditative. Rien ne vaut le doux son de la musique pour bien démarrer la journée. Secret Sunrise est une combinaison de yoga et de danse méditative. Il s'agit d'une nouvelle tendance urbaine où près de 300 personnes dansent en silence. Elle est destinée à ceux qui ont besoin d'une pause dans leur vie stressante à Johannesburg. On se sent en extase, bien heureux et engagé. Oui, vraiment heureux et plein d'énergie. Prêt à affronter une nouvelle journée. Rester positif pendant toute la journée, ça fait du bien. Nous pensons qu'il est important d'avoir du plaisir, de le faire de manière sobre et de créer des espaces où on peut se sentir soi-même, s'exprimer, d'être un peu ridicule et puéril, mais au fond de se connecter avec les gens autour de vous. Nous vivons dans de petites boîtes et nous essayons de briser ces boîtes. C'est agréable de se relier avec tout le monde et tout simplement de s'ouvrir davantage. On ne se sent pas jugé ici et c'est très appréciable. Au cours de l'heure que dure la session, les participants rampent sur le sol, forment des lignes ou même des cercles. L'utilisation de casques Bluetooth octroie une grande liberté de mouvement et permet aux participants d'éliminer le stress de la journée. Le fait d'avoir recours à des casques permet de créer un espace réellement sans danger. Vous ne ressentez pas l'envie de discuter avec tout le monde et vous pouvez véritablement vous connecter avec vous-même et avec les autres d'une manière non verbale. Dans une ville trépidante telle que Johannesburg, c'est une excellente manière de démarrer la journée ou prendre son temps. Je suis là pour chaque secret sans risque, car comment dire, c'est ce qui est. C'est un sentiment qui vous prend, vous faites ce que vous devez faire. Vous vous laissez aller et vous vous laissez emporter. Les conservateurs ougandais s'inquiètent du déclin de la population de chimpanzés dans le pays en raison de l'activité humaine. Les humains poussent les chimpanzés à fuir leur habitat et à être exposés aux braconniers. Les chimpanzés sont recueillis dans ces lieux comme ce sanctuaire du centre de l'Ouganda. La mère et l'enfant, cette femelle chimpanzé a été sauvée des braconniers. Le nouveau-né porte à 49 la population de ce sanctuaire. Les conservateurs disent que c'est un petit pourcentage de cette espèce en danger. L'Ouganda abrite 5000 chimpanzés dans la nature et c'est pourquoi notre attention se porte envers ces espèces en danger. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous risquons de les perdre dans quelques années.
La pression augmente sur les ressources naturelles et cela explique la diminution du nombre de chimpanzés. Et à mesure que la forêt disparaît, les animaux sont plus vulnérables face aux braconniers. Les conservateurs regardent aussi la possibilité de travailler avec des communautés avant de réintégrer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Le seul plan que nous ayons est de les réintroduire dans la nature, mais ils se sont déshabitués. Il est difficile de les réintroduire comme ça, loin des communautés humaines. En 2012, les autorités du Soudan du Sud ont intercepté 4 chimpanzés en transit vers le Moyen-Orient. Ils ont depuis été intégrés au sanctuaire. Notre but est de garantir qu'ils sont à l'abri dans leur habitat naturel. Et nous ne voulons pas conserver ce sanctuaire pendant trop longtemps. J'espère qu'un jour, ils seront tous retournés dans la nature. Mais la lutte doit continuer et les chimpanzés continueront encore longtemps à vivre dans ce sanctuaire, faute de mieux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.